Bonjour, je vous présente cet ouvrage de Guillaume Leblanc, L'esprit des sciences humaines. Foucault, dans Les mots et les choses, propose une histoire des savoirs. Selon Weber, l'origine du capitalisme est à rechercher dans un nouvel ethos qui associe la vocation religieuse à l'exercice d'un métier. L'invention de l'homme constitue pour Foucault l'esprit des sciences humaines. Il considère que le roman de Cervantes est à cheval entre deux époques. Don Quichotte est un être de langage. C'est la première des œuvres modernes et la dernière de la Renaissance. Il apparaît comme celui qui annonce l'âge moderne, une maladie de la subjectivité. Pour Comte, ce qui caractérise l'Occident, c'est une tendance vers l'existence rationnelle et pacifique permettant une idéalisation. Canguilhem situe Comte comme l'initiateur de la question des normes. Désormais, l'homme dont on doit faire la science est l'homme normal, constituant les sciences humaines dans la double relation au vital et au social. Comte reprend le nom de Maine de Biran, promis à une longue fortune, la personnalité, norme de qualification de l'intériorité. Foucault fait le projet d'une archéologie des sciences humaines, le langage comme figure du savoir. La modernité saisit l'homme comme un être vivant, travaillant et parlant. Merleau-Ponty affirme que la parole parlante est une modalité du corps propre comme phénomène expressif. Il introduit une tension entre le cogito parlé et le cogito tacite. Pour lui, il n'y a pas d'homme intérieur, mais l'homme est au monde et c'est dans le monde qu'il se connaît. La vie psychique ne désigne pas un homme intérieur séparé du monde, mais une connaissance de soi de l'homme dans le monde. La philosophie devenant un mode de pensée acausal. Selon Politzer, la psychologie doit se transformer en synthèse pour sortir de l'antinomie de l'objectivité et de la subjectivité. Il en appelle à la nécessité de se situer dans le concret d'une situation. Il écrit que le drame représente ma vie et qu'il n'est rien d'autre que le concret d'une existence. L'ambition de Bergson est de parvenir à une psychologie concrète en s'appuyant sur une métaphysique concrète. Toute la question est de savoir quel sens donner à cette vie psychique. Merleau-Ponty entend affirmer que les sciences de l'homme, dans leur orientation présente, sont métaphysiques. Foucault décrit une connaissance qui articule la logique des expériences et est en retour un effet sur le sujet lui-même. La phénoménologie opère des déplacements extrêmes qui radicalisent, jusqu'à la rendre problématique, la figure du transcendantal. Les représentations de la vie, du travail et du langage sont des représentations qui interrogent l'être de l'homme dans sa relation propre. Ainsi, la psychanalyse est une entreprise qui prend sens à la configuration anthropologique pour chercher le point qui lui échappe et représente son impensé ultime. La psychanalyse va vers le moment inaccessible par définition à toute connaissance théorique de l'homme. De même, l'ethnologie régresse dans l'histoire et rend possible une interrogation fondamentale sur nos propres formes de savoir. La fin de l'homme, des sciences humaines dans le retour de l'être du langage, est ce qui explique l'effacement de la distinction du normal et du pathologique. La naissance de l'anthropologie tient à la possibilité d'un message de soi par soi auquel doit répondre le bon gouvernement de soi. Le moral, selon Kant, désigne la disposition morale entendue comme ce que l'homme est prêt à faire de lui-même. Cabanis définit l'habitude comme une médecine de la sensibilité. Il ne suffit pas que les lumières de la sagesse éclairent l'homme, il importe surtout de lui prendre de bonnes habitudes. L'habitude n'est rien d'autre que l'exhibition d'un type de mécanisme sensible renforcé au point de n'être plus perçu comme tel. L'habitude délivre l'homme du brouillard sensible. Elle peut s'exercer sur la sensation ou la perception. La répétition d'une sensation l'émousse, contribue à faire disparaître et à la rendre quasiment insensible.
La répétition d'une perception vivifie l'intelligence et la volonté. Les deux sont liés. L'habitude comme répétition fait disparaître l'influence de la sensibilité, rapprochant le sujet organique d'une quasi-mort. Heureuse influence de l'esprit dans les agissements humains. L'habitude dénoue le drame de la passivité et scelle les conditions d'une activité lumineuse. La même répétition qui dégrade et altère sert au contraire à perfectionner et développer la perception de l'esprit. L'imagination joue le rôle de faculté médiate. C'est seulement en imagination que la sensibilité et la psyché se rejoignent. Avec Ravesson, les habitudes sont un moyen de cultiver les dispositions morales plutôt que de les détruire. L'éducation morale doit consister en l'incorporation régulière d'une activité volontaire dont l'habitude permet de gommer l'effort pour ne la considérer que sous l'angle du désir et de l'involontaire. L'habitude est ce qui transforme la vertu morale en seconde nature. La régularité peut devenir la valeur visée par l'habitude. La sociologie remet en cause l'homme intérieur au nom de l'homme extérieur. Le verbe « est » ce qui extériorise les relations humaines. La sociologie de l'homme extérieur s'oppose à la psychologie de l'homme intérieur. Le particulier relève d'une fiction. Prélever un moi dans la société et faire de la société une collection de moi, c'est envisager les choses selon le mauvais ordre. Pour Bonald, les mœurs ne représentent que la vie sociale externe de nous. Il définit le caractère central du pouvoir. C'est ce rapport de pouvoir entre les ministres et les sujets qui est à l'origine de la société. Le pouvoir est réglé en retour par ceux qui le règlent. L'idée d'homme normal est une norme étalon abstraitement construite, permettant d'identifier des écarts ou des modifications dans le jeu ordonné d'une série. Ce n'est pas un état normal dans la mesure où c'est une norme abstraitement définie. Par là même, les analogies ou comparaisons qui s'ensuivent sont toutes relatives à cette idée normale, elle-même relative à sa construction abstraite. Le sens du type normal réside dans la possibilité de la modification. La normalité ouvre le régime de la modification. La philosophie du normal est une philosophie de la transformabilité. Pour l'homme, la modification s'accompagne toujours de la possibilité de la correction. La physique sociale se situe tout entière dans cette proposition. L'invention de la normalité est bien le ressort secret des sciences humaines. La science de l'homme n'a de sens qu'en tant qu'elle postule que l'homme est modifiable, corrigible. La médecine peut tenir lieu de modèle puisqu'elle cherche habituellement à corriger les modifications néfastes. Art correctif par excellence. Le dernier mot du positivisme contient et la prière et l'ambition ultime de la physique sociale est la régularisation de l'existence. Comte ne cesse de développer la régularisation de l'existence dans la vie sociale comme la réponse normale à l'épreuve de la modification. Le positivisme déploie une philosophie de la normalité. La norme, avec Quetelet, prend le sens simple d'une moyenne des variations. Il ne s'agit plus de construire un type normal normatif que Comte formule avec l'être suprême, mais il faut se contenter de faire du type normal la règle de développement des individus et des sociétés obtenues grâce à la moyenne des variations. Quetelet entend généraliser les acquis de la sociologie de Comte à toute l'anthropologie de l'homme physique et moral. L'homme moyen est le point de convergence d'un corps social qui lui assure en retour son équilibre particulier. Le marquage le plus problématique est celui de la norme mentale elle-même. Personnalité et sociabilité désignent deux formes non conciliables de l'organisation mentale. Elle révèle un ordre intérieur et un ordre extérieur dont tout le problème est celui de leur agencement. Encore faut-il que la vie sociale soit incorporée à l'activité mentale. La modification entraîne la possibilité de la dénaturation et également la possibilité d'une correction sociale spécifique apportée par l'éducation. La fabrication de la norme mentale passe par la soumission de la personnalité à la sociabilité dans la vie affective. Pour Comte, la personnalité est une forme mentale potentiellement pathologique dont il faut se déprendre pour instituer le type social normal. La personnalité représente l'intégralité de la vie mentale, concrétion de la vie psychique. Le problème de la modification est explicitement posé par Ribot lorsqu'il reproche à la tradition métaphysique cartésienne
d'avoir considéré la conscience comme la propriété fondamentale de l'esprit, en négligeant la vie inconsciente de l'esprit. Paul Cotin accuse le positivisme de mener directement à l'anarchie. Comte considère le moi comme un état purement fictif. La vie mentale est prise dans le jeu des automaticités produites par le pouvoir propre des images. Spontanéité et automaticité risquent d'emporter l'esprit au-delà de son cours normal. La vie mentale est une suite continue de chaînons d'images. La possibilité de la vie mentale repose sur cette mystérieuse liaison de la spontanéité et de la régularité. La pensée se loge dans l'ensemble des discours, dans les sciences humaines, celles dites exactes. L'histoire des sciences humaines reste à écrire. Le mental est l'objet réel de la querelle des savoirs. De Cabanis à Ribot, en passant par Comte, c'est bien à la promotion de l'homme normal que nous assistons. Avec Freud naît la question mentale en tant que telle. Don Quichotte est la première des œuvres modernes, puisque le langage y rompt sa vieille parenté avec les choses. Il fait basculer l'analyse du côté d'une réflexion sur l'être du langage. Sa folie est essentiellement une folie linguistique. Folie quand l'intelligence, au lieu de se diriger vers sa destination sociale, régresse vers cette source affective au point de s'enfermer en elle. Excès de subjectivité. Guillaume Leblanc, L'esprit des sciences humaines. Merci.